Je vous réintroduis Daniela Léonini-Bournazac, ex-Merci, donc magasin destination multimarque parisien, boulevard Beaumarchais. Voilà, ancienne, que vous avez quittée puisque vous êtes aujourd'hui indépendante, consultante et professeure, ex-Cézanne aussi, pure player féminin. Et nous allons donc parler avec vous d'émotions dans ce fameux parcours. Voilà, expérience client, émotion et des histoires à raconter. Je vous remercie d'être là si nombreux cet après-midi. Donc, lorsqu'Alain m'a contacté au mois de mars pour me demander si je voulais bien participer donc, à cette journée aujourd'hui, les sujets qui me tenaient moi à cœur, c'est les trois. Donc, ces trois sujets. Et j'avais envie de faire partager mon expérience et ma vision que j'avais donc, de ces sujets. Donc tout d'abord pour me présenter en 3 hashtags. Donc qui je suis? Je suis une architecte normale qui s'organise, esthète et retail. Architecte nomade, donc artiste nomade, parce que j'ai donc une formation artistique. Je suis architecte d'intérieur à la base, et donc je suis arrivée au commerce par la création. Donc toutes les routes mènent à tout. Ensuite, nomade, parce que donc, je suis italo-allemande de naissance, de parents diplomates, et donc je suis née au Brésil, j'ai vécu en Égypte, Syrie, Zimbabwe, voilà pour les pays les plus lointains, et Italie, France, Allemagne. Donc j'ai vraiment une formation multiculturelle, et je pense que c'est important pour donner l'ouverture nécessaire. Et ensuite, qui s'organise, ça c'est mon côté allemand, donc qui s'exprime. Donc j'aime défricher les terrains, mettre en place des process efficaces et innovants, m'attaquer au fondement des structures pour les organiser et donc faire que le business tourne. Esthète, la beauté est très importante pour moi. J'ai toujours fait partie d'aventures professionnelles qui tournaient autour de belles choses. Et c'est un moteur pour moi. Voilà, s'il n'y a pas ça, je ne peux pas rentrer dans une aventure. Ensuite, le retail. J'ai toujours, comme vous le voyez, aimé voyager, visiter toutes sortes de commerces, du souk turc au mall à Dubaï. Voilà, là j'ai mis un magasin en Inde que j'ai visité au mois de mars qui tourne autour de la robe de mariée qui s'appelle Sabyasachi, donc qui vous met mais vraiment dans un univers voilà, où tout est beau, avec beaucoup de choses chinées, voilà, tout ça en fait pour mettre en avant des robes de mariée indiennes. Et donc comme l'a dit Jeanne, j'ai eu la chance de participer à 2 aventures qui ont marqué le paysage du retail parisien, et à succès ces dernières 10 années. Donc le magasin de destination Merci, où j'ai travaillé pendant presque 5 ans, où on a fait passer ce commerce nouvelle génération de start-up à une PME, et donc je vais y revenir plus tard. Et l'aventure Cézanne, donc pour qui ne connaît pas, Cézanne c'est un pure player en mode féminine créé par Morgane Césalori, donc en 2013 uniquement sur internet au départ, et avec l'ouverture d'un showroom sans stock, et avec donc mon arrivée, donc la transformation du showroom connecté à un commerce fonctionnant comme un commerce traditionnel avec des vrais produits à emporter directement chez soi. Voilà, maintenant Cézanne a plein de points de vente. À Paris, c'est au Bon Marché, l'appartement Cézanne. À Londres, l'appartement New York. Il y a un magasin aussi à Londres, et puis plein de pop-up stores qui en relation avec les Galeries Lafayette, Nordstrom, etc. Hop, donc, non. Donc, nous pouvons affirmer aujourd'hui que la façon de fonctionner de la majorité des clients a complètement changé. Nous, en tant que clients, nous avons besoin de plus d'informations. Et voilà, et nous nous exprimons beaucoup sur les réseaux sociaux. Le digital, donc, qui faisait très peur il y a 15 ans, est vraiment le premier point de contact, c'est-à-dire la première expérience, le premier moyen que nous avons donc de découvrir une marque, ses produits et ses magasins.
Et le consommateur donc, qui va pour la première fois en magasin et qui achète sans passer donc, par le téléphone mobile ou le digital est une espèce en voie de disparition. Nous vivons avec nos mobiles, on se réveille avec, on se couche avec, et tout au long de la journée, il prolonge finalement, il est au bout de notre main. Et donc cet appareil a pris une place prépondérante dans nos vies. Il est le premier donc, canal de contact avant une décision d'achat. Et dans les magasins, voilà, c'est assez calme. Personne ne te demande ton avis. Les vendeurs ne jouent pas à armes égales avec ce client qui est hyper digitalisé. Et donc, oui, il y a des solutions, bien sûr, on voit des iPads, etc. Mais bon, c'est vraiment des solutions qui émergent. Je veux dire, en magasin, on ne voit pas toujours l'utilisation voilà, de ces outils. Et je pense donc qu'il va falloir inventer une nouvelle façon de vendre donc, qui tienne compte de cette donnée. C'est-à-dire, d'un côté, on a donc un client hyper informé, hyper digitalisé, et pour que le vendeur ait donc des outils qui apportent des éléments en plus que le client ne peut pas trouver voilà, par lui-même via Internet, et tout en gardant donc, la simplicité du contact humain. Et aussi, la simplicité de ce contact humain, c'est une des raisons pour lesquelles donc, le client se déplace dans le point de vente physique. Donc, le magasin classique ne survivra pas s'il ne change pas radicalement son modèle économique, car lorsque nous nous déplaçons en magasin, nous avons envie de vivre quelque chose de nouveau et de différent. Le digital donc, a placé une barre très très haute que le physique ne peut pas suivre s'il n'évolue pas. Et la partie vente se réduit en fait pour faire place à une partie expérience. Et donc, nous sommes rentrés dans une nouvelle économie qui s'appelle l'économie d'expérience, c'est-à-dire ce moment privilégié que nous avons avec nos clients, et encore plus fort si on parle de magasins physiques. Et donc, moi, je vais vous expliquer un peu comment Merci, donc, qui existe maintenant depuis presque 10 ans, a ouvert la voie en termes d'expérience client dans le magasin. Donc merci, déjà le nom, merci d'être venu jusqu'à nous. Bon, à l'époque, donc, quand Merci s'est créé, Merci a été donc, fondé par Marie-France et Bernard Cohen, boulevard Beaumarchais. C'est un axe commercial qui n'existait pas dans Paris. C'était loin de, voilà, des quartiers, même le Marais, tel qu'on connaît actuellement, n'était pas ce qu'il est maintenant. Et donc, il n'y avait que des magasins de photos et de motos. On allait boulevard Beaumarchais, soit pour s'acheter du matériel photo, soit pour acheter des motos. Et toute la philosophie donc, de Merci est née pour remercier le client. Donc, un concept généreux donc, qui met en place des événements donc tous les mois pour surprendre donc ce client, et aussi pour qu'il trouve donc des produits différents chaque mois à chacune de ses visites. Voilà, des thèmes différents qui étaient chers à Merci. Merci décide voilà, de faire des thèmes qui sont sous sa vision. Et par exemple, on met en avant un designer, ou alors on passe à un thème complètement différent le mois d'après, qui peut être sur des brosses et des balais au moment du grand nettoyage de printemps, des thèmes sur le voyage, voilà, plein de thèmes très très différents. Et la spécificité, c'était que c'était hyper scénarisé. Donc la coupole de Merci donc, se transformait, par exemple pour le thème voyage, en un hall d'aéroport. Les produits étaient présentés comme sur des tapis roulants. On poussait vraiment voilà, le côté scène très fort. Et donc, quand on est en magasin, la circulation, faire attention à la queue en caisse le samedi, servir des citronnades en cas de trop d'attente, accueillir de manière différente tout type de clients, donc des mamans enceintes, des étrangers, voilà, trouver une place pour les valises aussi, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient avec leurs valises. Voilà, ça c'était une partie de mon travail et expertise client que j'ai effectué chez Merci. Parce que quand le client a fait l'effort de venir, de se déplacer, parce que sortir et aller dans un magasin, c'est aussi en fait, faire une visite. On s'attend à découvrir quelque chose. Et on veut ce moment d'intimité et de partage. Et l'intimité et le partage se traduisent par la gentillesse de l'accueil, la prise en charge, l'écoute, la considération,
la chaleur, la connivence, la fluidité. Et c'est là qu'interviennent donc les managers et les vendeurs en magasin. Donc je rappelle en 2 mots le rôle du vendeur, donc, qui pour moi est accueillir les clients, dire bonjour, servir les gens, être au service des gens, être à l'écoute avec empathie et quoi qu'il se passe, je veux dire heureux en fait de ce contact et faire en sorte que cette visite soit une réussite. C'est le but du vendeur. Et une visite réussie donne envie de revenir. Et une mauvaise expérience, au contraire, signifie quelquefois et souvent la perte d'un client, sans parler des effets s'il partage donc son mécontentement sur les réseaux sociaux. Moi, je dis toujours, ça, ce sont les bases du commerce, c'est des bases. Elles ont l'air simples, mais c'est pas si évident à atteindre, en fait. Donc, il faut responsabiliser les vendeurs pour faire que ce lien unique d'intimité. Donc, avoir cette petite phrase toujours, nous sommes contents si vous l'êtes. Voilà, en France, c'est un métier qui n'est pas toujours très valorisé. Les salaires sont pas très élevés. Il n'y a pas vraiment de formation précise pour les vendeurs. Et moi, j'espère que justement cette ère de digital et tout ce qu'on est en train de vivre maintenant et le retail qui prend tellement de place, j'espère que ça va revaloriser donc ce poste clé, parce que je trouve que pour la réussite d'un magasin et d'une marque, sans le vendeur, on ne peut pas l'avoir. Alors, ce même vendeur devrait faire en sorte que l'émotion du client prime sur tout le reste. Donc moi, on m'a sans cesse répété, et voici ce que j'ai appris chez Merci: simplicité, proximité, espace généreux, qualité et originalité de l'offre, et donc rechercher l'émotion plus que la perfection. La perfection, elle est induite par tout le travail qui est effectué en amont. L'attention portée recherche de collections, de produits, les mettre ensemble, les scénariser et former aussi les équipes de vendeurs afin qu'ils s'approprient ces produits pour qu'ils puissent les présenter finalement et donner envie aux clients. Donc moi, à l'époque, je faisais ce qui s'appelait des tours d'hélicoptère, parce que comme on avait donc un thème par mois, on avait plein de nouveaux produits tous les mois. Donc c'était en fait des formations en magasin, in situ, avec par petits groupes de vendeurs, où je racontais tous les produits et pourquoi ils étaient là pour ce thème et leur histoire, tout ça pour que en fait mes vendeurs aient envie de transmettre finalement cette émotion aux clients. Mais aussi donc en tant que manager de magasin, lorsque j'avais senti la fibre Merci, parce qu'on faisait dans un magasin, il y a pas mal de turnover, donc on passe quand même, en tant que manager, pas mal de temps en recrutement. Moi, je leur racontais donc plein d'histoires sur le magasin pour leur donner envie de rentrer dans cette grande famille. Qui était Merci. Et donc en magasin, on vit en vase clos, on est un peu comme un clan, donc que ce soit un petit ou un grand magasin. Et je pense que les managers ont un rôle pour que tout le monde se sente bien, que les équipes aient envie de venir chaque jour, parce que être en magasin, c'est pas forcément facile. On est quand même debout de longues heures. Il faut qu'on ait l'attention donnée à chaque client. On oublie, on fait des grandes conférences, etc. Mais bon, c'est des éléments qui me semblent juste hyper importants. Et il faut s'occuper de ces vendeurs. Et où est-ce que j'en étais? Et pour que eux ensuite fassent passer de manière fluide et simple finalement tout ce que nous on a préparé en amont. Et en plus en tout cas moi, le magasin Merci, qui était un peu comme un grand magasin, quand ça prend de la notoriété, il y a plein de monde, il y a de la musique, à la fin de la journée est très fatigante. Donc le manager, il doit tout le temps être là pour que, et il y a le côté client, mais il y a les côtés vendeurs pour qu'ils puissent finalement porter cette transmission d'émotion.
Alors Cézanne, c'est une aventure complètement différente. Donc c'est une marque qui est née sur Internet d'abord et qui a mis à peu près 3 années et demie avant d'ouvrir un showroom connecté. On venait essayer les vêtements, mais on ne pouvait pas repartir avec. Donc on imagine beaucoup d'insatisfaction parce que oui, on pouvait essayer, voir, on avait toutes les tailles, mais ensuite après, la commande se faisait via iPad et on était livré chez soi. Et quand on est une marque féminine, qui parle, qui a une grande communauté, qui parle d'une manière très friendly, on est des sœurs, on est des amis, d'avoir cette insatisfaction, c'était pas en ligne avec la marque. Et donc Morgane Césalory décide que finalement les magasins doivent venir des vrais magasins. Et c'est là où ils ont fait appel à moi pour transformer finalement le magasin avec du stock, avec du recrutement vendeur, avec qui marche. Quand il y a du stock, on l'emmène, et quand il n'est pas là, on peut le commander sur Internet. Mais en tous les cas, on offre, on repart avec son petit sac Cézanne dès qu'on a acheté le produit dont on avait vraiment envie. Et donc chez Cézanne, l'accueil du client, ça s'appelle l'appartement Cézanne. Donc on vous reçoit comme à la maison. Il y a des bouquets de fleurs qui sont changés tous les 2-3 jours comme dans une maison. On vous accueille avec des verres d'eau, avec des madeleines, on vous offre des roses de temps en temps, on vous fait goûter des glaces. C'est important ce côté finalement réception et c'est ça qui fait partie de l'expérience client chez Cézanne. C'est ce moment finalement que les vendeurs passent avec leurs clients quand ils viennent à l'appartement Cézanne. Et d'ailleurs, il y a une énorme communauté. Il y a des clientes qui viennent tous les jours au magasin, donc vous imaginez bien qu'elles ne veulent pas s'acheter ni voir de faire un achat tous les jours. Elles viennent vraiment pour être à l'appartement, pour parler avec les vendeurs. Il y a ce côté papotage, connivence. On se raconte sa vie privée. Donc ce côté très intime finalement qu'on peut avoir avec les clients. Et d'ailleurs, le succès de Cézanne, il y a la queue qui s'étale sur plusieurs mètres. Et donc, qu'est-ce qui fait courir cette communauté tous les jours, donc jusqu'aux différents lieux de la marque? C'est bien ce moment de passage physique entre humains dans un lieu girly, beau, qui sent bon, où ça fait plaisir d'aller. Et donc, comme on le voit, moi je pense que les marques et les commerces qui ont la capacité de se réinventer sans arrêt, en se posant les bonnes questions, qu'est-ce que je fais et comment je mets en place les choses pour que cela soit facile, ludique, surprenant pour mon client, sont ceux qui font que leur lieu sera un lieu de destination. Et le point fort, c'est ça. En fait, on y va pour vivre une expérience toujours différente, toujours renouvelée et créer des liens avec la marque. Donc la vente passant en deuxième plan. Et le charme du magasin, c'est bien ce contact émotionnel. Donc à chaque nouveau thème, chez Merci, on installait, on préparait en avance. Et moi, mon jour de congé, c'était le lundi, et les installations se faisaient le lundi. Et même si j'avais préparé, le mois d'avant, je connaissais tous les produits, tous les thèmes, etc. Quand j'arrivais le mardi matin et que je voyais la nouvelle installation sous la coupole de Merci, je crois que c'était la slide d'avant, mais je suis allée trop vite parce qu'il y en avait plein. J'étais très très émue et très heureuse, et en fait j'imaginais mes clients et je me disais waouh, ils vont avoir le même effet que moi quand je rentre dans le magasin, et puis quand on leur vend les produits, on a l'impression qu'on les a fait nous-mêmes, on est aussi fiers, d'appartenir et de raconter les histoires des différentes marques, leur création, leur utilité, et on avait envie finalement que nos clients achètent nos produits pour que ça enchante ou ça facilite leur quotidien. Donc mon thème, c'est l'émotion. Alors je prends un côté un peu scolaire. Donc j'ai été regarder la définition du mot émotion. Qu'est-ce que c'est l'émotion? Ça vient du latin emovere, mettre en mouvement.
Donc c'est une expérience psychophysiologique complexe et intense, avec un début brutal et une durée relativement brève, de l'état d'esprit d'un individu lié à un objet repérable lorsqu'il réagit aux influences biochimiques. Donc c'est biochimique interne et environnemental externe. Donc, chez les humains, eh bien, l'émotion inclut fondamentalement un comportement psychologique, des comportements expressifs et une conscience. Et on se rend compte, en fait, que 90% des choses qui impactent notre journée sont émotionnelles. Cela veut dire qu'il faut vraiment réfléchir donc à cette donnée. Mais en même temps, est-ce que le fait de vouloir créer donc des expériences à tout prix et de façon illimitée et pertinente, est-ce que cette nouvelle économie d'expérience ne va pas rendre l'expérience fade, car trop répétitive, en lui enlevant donc ce côté émotionnel donc nécessaire pour son unicité? Donc ça, c'est des questions que je me pose. Donc, les émotions dans la vie d'un magasin, on les a, à mon avis, assez souvent, en fait. Et voilà, j'avais envie de vous raconter quelques histoires d'émotions que j'avais vécues dans le magasin. Alors d'abord, il y a 2 moments qui sont importants pour moi dans la vie dans le magasin. C'est l'ouverture du magasin et sa fermeture. Et donc, pour l'ouverture du magasin, j'avais envie de vous montrer un petit film de 1 minute. C'est Belmondo, ouais. Tu vas apprendre à dire bonjour. Pardon? Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, là, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour. Bonjour. Non, dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Bonjour. Fais-le, ça. Bonjour. Voilà, je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi. Mon cas t'intéresse plus que le tien. C'est ça qui intéresse les gens. C'est que tu leur parles d'eux, pas de toi. Et redis-moi bonjour. Bonjour. Non, je l'ai loupé celui-là. Je m'en suis rendu compte après. Bonjour. Voilà, tu vois. Tu le sens de toi-même maintenant. Ouais. Hein? Je peux sourire en même temps? Tu peux si on sent dedans une certaine compassion. Bonjour. Pas trop de sourire. Non, tu vois. Bon, le film parle pas lui-même. Voilà, bon, moi, ce qui est important, c'est vraiment les personnes et voilà, les façons d'accueillir. Et voilà, c'est ce que j'utilisais beaucoup avec mes équipes pour les motiver et d'aller chercher des images ailleurs pour que on ait envie de partager. Et donc, à l'ouverture du magasin, bonjour, tu ouvres le magasin, bonjour, bienvenue, on est heureux de vous avoir parmi nous. Moi, je faisais beaucoup les ouvertures et les fermetures des magasins parce que c'est un moment que je trouvais important. Bonjour pour les accueillir, au revoir pour leur dire au revoir, pour leur dire un dernier mot. Et donc, chez Merci, c'était un assez grand magasin. Et donc, il y avait un peu un rituel. Pour ceux qui ne connaissent pas Merci, on peut pas, si on ne connaît pas Merci, on ne peut pas le voir de la rue. Ce n'est pas un magasin avec une vitrine. Il y a 2 cafés de chaque côté. Souvent, donc, les magasins un peu concept comme ça sont un peu cachés. Il faut un peu les découvrir. Et on passe sous une porte cochère, un grand porche. On arrive dans une cour. Et ensuite, on a la porte du magasin. Donc, il y a plein d'étapes par rapport à un magasin. Et donc, pour la fermeture, il fallait donc donner des signaux pour dire attention, on va fermer. Donc c'était moi-même à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant de fermer. J'allais fermer d'abord la première porte qui était donc dans la rue, la grande porte cochère. J'ouvrais la petite porte qui était dans la grande porte parce qu'il fallait permettre aux gens de sortir. Et donc dans la rue, je donnais déjà un premier signal que j'allais fermer. Pendant ce temps-là, donc je rencontrais donc des clients qui étaient en train de sortir. Donc je leur disais au revoir, merci. Si je les avais eus en
magasin, ça me permettait de donner de dire un dernier mot. Ensuite, j'arrivais à la grille, donc je fermais la moitié de la grille, donc je redonnais encore un signal voilà, que le magasin allait fermer. Et puis, voilà, on accompagne les gens, on les accompagne vers la sortie, s'ils sont chargés, les poussettes, s'ils ont un Uber, parce qu'ils ont des courses, ou voilà, on les accompagne jusqu'à ce moment. Et moi, je trouve que c'est voilà, que c'est important, et c'est important donc dans les émotions aussi d'avoir une personne qui incarne en fait. Et souvent on me demandait mais vous êtes la propriétaire du magasin? Je fais non pas du tout, je suis que la directrice. Ah mais c'est vous Marie-France Cohen? Je fais non pas du tout. Voilà, mais ça leur donnait une manière d'incarner en fait un grand magasin. Ensuite on a fait plein de choses chez Merci. C'est un magasin qui s'est transformé en hôtel pour 3 nuits. On a eu un thème, on a fait un partage avec un autre concept store qui se trouve à Amsterdam qui s'appelle Droog. Et Droog, la spécificité de Droog, c'est une chambre d'hôtel tout en haut de ce magasin, donc que vous pouvez louer pour une nuit ou plusieurs nuits. Et donc c'est un magasin qui vend des vêtements, du design. Et donc nous, quand on a reçu Droog, on s'est dit qu'on allait aussi faire en sorte que le magasin Merci, ça soit une chambre d'hôtel pour 2 personnes, vu qu'on a un rayon où on vend donc du lin, du linge de lit, etc. On a souvent un lit qui est mis en place. Et donc, on a fait un concours et donc, il y a 3 nuits différentes des gens qui sont venus dormir dans le magasin d'une manière un peu spartiate, hein, parce et c'était totalement gratuit, hein, c'était vraiment à vivre en tant qu'expérience. Les toilettes, c'était les toilettes du magasin. La douche, on avait installé une douche un peu sommaire dans la cour, voilà, pour pouvoir se laver le matin. Ça se faisait au mois de fin juin, donc on n'avait pas de problème voilà, j'avais installé un petit coin avec une Nespresso pour pouvoir se faire du thé, voilà, et de vivre finalement une nuit dans un magasin. Je pense que nous tous, on a pu rêver de passer finalement une nuit dans le magasin, magasin fermé, d'avoir le magasin que pour nous. On a aussi installé et fait des concerts. Il y a un concert qui s'appelle le Pitchfork, et donc la première partie du concert dans les années 2013 et 2014, donc une soirée chez Merci où on vidait le magasin et le magasin devenait comme une scène de concert. Là, vous avez donc un petit film, et pour dire donc l'émotion que ça pouvait. Ça, c'est dans un magasin, hein. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Et alors de passer 1 heure de concert comme ça, bon là la musique vous l'entendez pas, mais vraiment à tout volume, voilà, avec nos clients, les vendeurs, voilà, les sociétés, les fournisseurs, ça électrisait. Voilà. Alors après on en parlait pendant 1 mois. On arrivait le matin en travaillant avec des étoiles dans les yeux. Voilà, en tout cas Merci, c'est un magasin qui a su créer voilà des moments très très forts et très différenciants. Voilà, de ceux qui existent, on va dire, dans le commerce. Voilà, on pourrait parler pendant des heures d'histoire de commerce, mais bon, pour conclure, oui. Voilà, je voulais vous dire que donc au-delà de l'acte d'achat, la qualité et la manière d'échanger apparaissent comme les clés de l'attachement à la marque, au magasin, dès lors qu'un lien de confiance est instauré. Et moi, je reste convaincue qu'il faut rester le plus proche possible d'une expérience simple, authentique, pour ne pas user ces moments en les rendant trop lisses. Donc, c'est-à-dire sens et plaisir au service de la performance, afin que les vendeurs et les managers qui représentent donc les marques et les magasins laissent une expérience client empreinte d'émotion. Merci. Merci beaucoup, Daniela Leonini.